Voilà, donc QCM. Tout le monde m'entend, pas de souci du coup. Non. Ok. Pardon? Tout le monde m'entend, genre, enfin, j'ai pas le Oui, retour oui, son du coup. Ok, parfait. tout va bien. Yes, ok. Bon, ben, on commence directement du coup. Alors, question 1. Du coup, la forménole de l'uracile. Alors, bonjour à tous, effectivement. Voilà, donc QCM enzymologie, hein, classique, on va. euh, mais non, mais du coup, QCM d'ADN, hein, il faudra corriger ça. Bon, pas de souci là-dessus. QCM d'ADN, du coup, on va retourner un petit peu sur toute l'ADN, hein, voilà. N'hésitez pas à poser des questions dès que vous le voulez, hein, pas de souci. Alors, ok, question 1. La forme énol de l'uracile est responsable du mauvais appariement entre les bases. Alors, c'est vrai, c'est totalement vrai, du coup, voilà, classique, hein. Alors, APH physiologique, c'est la forme imino de la cytosine qui prédomine. C'est faux, c'est directement la forme amino. Ça, c'est texto du cours, hein, pas de souci là-dessus. Euh, alors, la guanine correspond à la 2-oxy-4-aminopyrimidine. Alors, question de cours, c'est faux, du coup, c'est la cytosine. La guanine, c'est la 2-amino-6-oxypurine. Alors, tout simplement, hein, petit piège là-dessus. L'adénine peut se transformer en xanthine par désamination oxydative. Alors, c'est faux, parce qu'elle se transforme en hypoxanthine. Alors, pas de souci. Dans les acides nucléiques, c'est la conformation anti qui est favorisée car son encombrement stérique est moindre. Ça, c'est totalement vrai. Du coup, voilà. Alors, l'encombrement stérique, c'est tout simplement le fait que des atomes interagissent entre eux, hein, donc des notions de chimie classique. Donc, voilà. N'hésitez pas à poser des Est-ce qu'à questions la sur fin, les ou à intervenir. Oui, du coup, une est-ce qu'à la question? fin de chaque question, tu peux juste dire les réponses juste, s'il te plaît? Ok, genre directement dans les sans retour. Ok, Non, parfait. non, non, juste quand tu as fini de corriger, redire les réponses juste, s'il te Ok, plaît. à eux, du coup. Merci. Ok, parfait. Ok. Ensuite, pour la 2, c'est uniquement la D qui est correcte. Alors, dans les acides nucléiques, c'est la forme signe qui est favorisée, donc c'est faux, parce que du coup, au niveau de la rotation de liaison N-bêta oxydique, c'est la forme anti qui est privilégiée. Là, je vous conseille de retourner sur le cours des glucides. Voilà, ce sera beaucoup plus clair là-dessus. On ne peut pas trouver de thymidine dans les molécules d'ARN. Alors, ça, c'est faux. Parce que du coup, la thymidine, alors le piège entre la thymidine du coup et la désoxyuridylique qui est dans l'item D, alors le fait que la thymidine du coup est retrouvée dans les molécules d'ARN et d'ADN, parce que du coup, notamment au niveau des ARNT, où on retrouve de la thymidine classique, hein, parce que du coup, les molécules d'ARN, alors je ne précise pas lesquelles, mais peuvent avoir des résidus de thymine. Voilà. Ensuite, le nucléoside est un ester phosphorique de nucléotide. C'est l'inverse, tout simplement, c'est faux. C'est le nucléotide qui est un ester phosphorique. L'acide désoxyuridylique n'existe pas de façon naturelle. C'est vrai, du coup, parce que du coup, l'uracile n'est pas retrouvé dans la molécule d'ADN. Voilà, il est là le piège, alors que la thymine est retrouvée dans les deux. La synthèse du 5'-phosphoribosyle 1'-pyrophosphate PRPP est spécifique de la synthèse des bases puriques. Alors ça c'est faux, elle est commune du coup aux bases pyrimidžiques et puriques, retrouvées en anal, hein, classique. Voilà, revoyez les étapes tout simplement. Ensuite, la question 3 du coup, donc là, la 2 uniquement la D, hein. Voilà. La 3, alors, la carbamylphosphate synthétase 2 est inhibée par la PRPP. C'est faux. Du coup, voilà, en général, les substrats de départ activent les enzymes en aval afin que la voie marche. Et du coup, c'est le cas ici, hein. Par contre, c'est inhibé par l'UTP, qui est un substrat qui se retrouve à la fin de la voie et qui inhibe l'enzyme au début de la voie afin de freiner la voie. C'est en quelque sorte un rétrocontrôle négatif sur la voie d'origine. Voilà.
l'aspartate, essayez de comprendre plus que d'apprendre directement comme ça. Dites-vous qu'il y a pas mal de rétrocontrôle à chaque fois. En gros, les produits finaux inhiberont les enzymes de début en quelque sorte. Voilà. Alors que les substrats de début les activeront. Alors, pour la B, l'aspartate transcarbamylase est activée par l'ATP, ça c'est vrai, hein, pas de souci. Les bases pyrimidiques sont assemblées directement sur le cycle ribose. C'est faux, parce que du coup, c'est le cas pour les bases puriques. Par contre, les bases pyrimidiques sont synthétisées en premier, et après, elles se lient sur le cycle. Hein, voilà. Dans la synthèse des bases puriques, l'AMP contrôle l'IMP déshydrogénase. Alors, c'est faux, c'est le GMP du coup. Voilà. Alors, dans la synthèse des bases puriques, le guanylate, ouais, est synthétisé par oxydation de l'inosatine xanthylate. Ça, c'est totalement vrai, du coup. Hein, enfin, revoyez le cours directement. Alors, par contre, je ne contrôle pas le. Ouais, forcément, je ne contrôle pas le fichier. Donc, à un moment, il faudra passer. Bref. Alors, du coup, pour la 3, c'était uniquement les BE qui étaient corrects. Alors, pour la 4, concernant la biosynthèse des nucléotides puriques, on a une régulation croisée. C'est vrai, du coup, hein, voilà. Alors, toujours des rétrocontrôles, hein, pas de souci là-dessus. B, l'orotidylate décarboxylase est une enzyme mitochondriale. C'est faux. Du coup, c'est la dihydroorotate déshydrogénase. Voilà, revoyez le cours tout simplement. Lors de la synthèse de novo des bases pyrémidiques, l'UTP est transformé en CTP par la citidylate synthétase. C'est totalement vrai. Voilà. La xanthine oxydase permet de la transformation de la guanine en xanthine. Alors, ça, c'est faux, parce que du coup, ce n'est pas la xanthine oxydase, mais la guanase qui fait ça. Voilà, la xanthine oxydase permet la transformation de l'hypoxanthine en xanthine. C'est un petit peu logique, parce que du coup, voilà, ça oxyde le truc, voilà. Puis ensuite, voilà, de la xanthine en acide urique, forcément, c'est la suite logique. On garde la même enzyme, en fait, mais qui au final fait la même fonction, mais sur deux substrats différents. Donc la D est fausse. La E, contrairement au cas des nucléotides pyrémidiques, durant la biosynthèse des bases puriques, c'est le nucléoside qui est synthétisé d'emblée. Et du coup, c'est totalement vrai. Parce que du coup, voilà, c'est-à-dire que les bases puriques sont assemblées sur le cycle ribose, voilà, directement. OK. Yes, par contre, du coup, Dan, est-ce que tu m'entends du coup? Alors, il faudrait passer. Yes, parfait. OK. OK. C'est bon. OK, question 5. Du coup, pour la 4, c'était ACE qui était correct. Voilà. Ensuite, pour la 5. Alors, deux molécules d'ADN circulaires qui ont exactement la même séquence de base, mais qui diffèrent par le nombre d'enlacements, sont des topoisomères. Alors, c'est totalement vrai, du coup, c'est pour ça que du coup, on a appelé les enzymes enroulant ou déroulant l'ADN des topoisomérases. Hein, voilà. Les topoisomérases de type 2 ne clivent qu'un seul brin d'ADN. C'est faux, et c'est justement pour ça qu'on appelle ce type-là un type 2, parce que du coup, ça clive les deux brins en même temps. Enfin, voilà, enfin, pas en même temps, mais voilà. Alors, les topoisomérases de type 2 sont des enzymes relâchantes fonctionnant sans ATP. Alors, c'est faux. Du coup, ça, c'est le cas pour la topoisomérase de type 1. Voilà. La topoisomérase de type 2 bactérienne est appelée gyrase bactérienne. C'est vrai, du coup, voilà. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, n'introduit que des supertours négatifs. D'accord? Les gyrases bactériennes, ça n'introduit que des supertours négatifs. Retenez ça. Le noyau histone composé de 8 protéines d'histone a la forme d'un disque autour duquel s'enroule l'ADN. C'est totalement vrai, voilà. Du coup, les 8 histones, encore une fois, sont les H3, H4 et H2A, H2B qui se polymérisent entre eux pour former un octamère. Voilà. OK, donc pour la 5, c'était ADE. Pour la 6, l'ADN-Z est retrouvé dans les zones de régulation de l'expression des gènes. C'est totalement vrai, du coup, hein, voilà, pas de souci. Beaucoup de molécules d'ADN sont circulaires, c'est-à-dire qu'elles ont une forme de cercle. Alors ça, c'est faux.
parce que du coup, c'est juste que ça veut dire qu'elles n'ont pas d'extrémité. Alors, on peut se dire qu'effectivement, circulaire a la forme de cercle, mais pas du tout. C'est le fait qu'elles n'ont pas d'extrémité. Voilà, le prof a insisté pas mal là-dessus l'année dernière, donc voilà. La formation d'une superhélice influence le degré d'enroulement de la double hélice. C'est vrai, du coup, hein, voilà, forcément. Un surenroulement négatif de l'axe de l'ADN peut être associé à un enroulement du double brin. Alors, c'est faux, du coup, parce que c'est associé à un déroulement du double brin. Du coup, ici, effectivement, le nombre d'enlacements aura diminué, forcément, parce que du coup, voilà, forcément, parce que le surenroulement négatif, donc introduit sur la molécule d'ADN, bah, diminuera le nombre d'enlacements et du coup, ça sera associé à un déroulement de l'ADN et donc un relâchement en quelque sorte. Enfin, dites-vous que négatif, bah, en quelque sorte, ça relâche l'ADN. Voilà. Alors, en l'absence de topoisomérase, si vous dites que c'est un petit peu compliqué ou quoi, alors déjà, n'hésitez pas à poser des questions, mais de toute façon, vous reviendrez sur le cours et après avoir fait ces QCM, essayez de limite faire les QCM en même temps et de voir le cours en même temps. Voilà, ça vous permettra de mieux assimiler les notions, tout ça. Voilà. J'essaie de revenir un petit peu sur toutes les notions du cours. Donc, voilà. OK. Alors, du coup, pour la 6, c'était assez. Pour la 7, alors, l'ADN polymérase 1 n'a pas besoin d'amorce. Alors, c'est faux. Du coup, toutes les ADN polymérases ont besoin d'amorce, hein, classique. Notamment, on voit ça dans la PCR. Petit rappel, du coup. D'ailleurs, la TAC polymérase est aussi une ADN polymérase classique, hein, donc voilà, qui a forcément besoin d'amorce. En gros, les amorces, c'est le fait que l'ADN ne soit pas monobrin, mais plutôt un double brin, parce que du coup, l'ADN polymérase ne peut synthétiser que sur un double brin. Enfin, en tout cas, elle doit amorcer sa synthèse sur un double brin et ensuite pouvoir rajouter des molécules d'ADN sur l'autre brin, enfin, voilà, sur le brin seul. OK. L'ADN polymérase 1 aïe. OK, du coup, 2 items pareils. Alors, en fait, du coup, dans la correction, j'ai mis que c'était des ARN. Alors, il faudra que je change ça. Donc, un errata. Donc, pour la B, alors je ne sais plus quel item je devais mettre. J'ai sûrement dû. Voilà. Ouais, sûrement, enfin, je verrai si j'ai le fichier original. Peut-être que le fichier original. Bon, voilà. Du coup, la A est correcte. La B, forcément, est annulée. Du coup. Alors, pour la C, mais qui était fausse de base, bref, alors. Pour la C, l'ADN polymérase 3 possède une activité exonucléasique 5'3' pour éliminer des amorces. Alors, c'est faux, du coup, c'est l'ADN polymérase 1 qui a cette fonction-là. Voilà. La gyrase bactérienne assure la coupure et la soudure d'un seul des 2 brins d'ADN. C'est faux, du coup. C'est une topoisomérase de type 2, donc elle provoque la rupture temporaire des 2 brins d'ADN et non pas. Voilà. OK. Le brin retardé est construit à partir de petits segments appelés fragments d'Okazaki. Texte du cours, donc vrai. Ce sont des fragments d'ADN qui sont recopiés à partir du brin qui est transcrit de façon discontinue et qui vont s'assembler grâce à la ligase pour former le brin retardé. Donc, du coup, l'ADN ligase permet de justement lier en quelque sorte les fragments d'Okazaki et du coup, de passer de fragments d'ADN à un brin d'ADN nouvellement transcrit. OK. Du coup, pour la 7, c'est uniquement la E qui est correcte et du coup, la B est fausse dans tous les cas. Voilà. OK. Pour la question 8. Alors, la télomérase appartient à une classe d'ARN polymérase. C'est faux. C'est une ADN polymérase. Voilà les questions, les items comme ça, ARN et ADN, faites gaffe vraiment parce que du coup, c'est typiquement anal. Hein. C'est très simple à faire et c'est très piégeux aussi. Hein, donc voilà. Pour la B, les télomères sont des répétitions de 5' TTA GGG 3' chez l'homme. C'est totalement vrai, voilà, c'est le texte du cours. Hein. La transition et la transformation d'un nucléotide purine en pyrimidine,
C'est faux, du coup, c'est la transversion. Voilà. Pour éviter de confondre le brin à corriger avec le brin parental correct, le système de réparation identifie ce dernier par la méthylation des adénines. Alors, c'est totalement vrai, du coup, c'est texto du cours, et ça nous permet aussi en quelque sorte, pouvoir sélectionner les nouveaux brins à travers l'utilisation de thymine, parce que du coup, la thymine viendra s'associer à l'adénine, et du coup, en gros, si on met une thymine à la fin, en 3 primes, du coup, ça se liera à l'adénine et ça sera justement le nouveau brin, alors que l'ancien brin n'aura pas d'adénine finale. Voilà, la technique de toute façon est bien résumée dans le cours, hein. Revoyez ça. Alors, la lumière UV entraîne la fusion photochimique des 2 thymines adjacentes, ce qui bloque l'ADN polymérase et gêne la transcription. C'est totalement vrai. Voilà. Cas typique de cours. Voilà. OK. Donc, pour la 8, c'était BDE. Pour la 9, le brin retardé est synthétisé de façon discontinue. C'est vrai, du coup, hein, c'est totalement vrai. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle retardé et non pas parce qu'il est synthétisé après l'autre, en retard. Voilà. C'est juste le fait qu'il soit synthétisé de façon discontinue qui, du coup, donne le nom et non pas le fait qu'il soit. Voilà. Alors, B, les amorces sont éliminées par l'ADN ligase, donc c'est faux. Hein, voilà. L'ADN ligase lie les fragments d'Okazaki, alors que l'ADN polymérase 1 qui élimine du coup les amorces d'ARN. Voilà. Grâce à une activité exonucléasique. Voilà. C. Les hélicases assurent la séparation progressive et régulière des 2 brins d'ADN en éliminant les liaisons hydrogènes en présence d'ATP. C'est totalement vrai, du coup. Hein, voilà. Les liaisons hydrogènes, attention, hein, et non pas d'autres liaisons, notamment les hydrophobes, tout ça. Attention aux pièges là-dessus. Voilà. OK. D. La réplication est continue, donc c'est faux. C'est ce qu'on appelle une réplication semi-discontinue par rapport au brin retardé, encore une fois. Attention là-dessus. Hein. Semi-discontinue. Hein. OK. E. La télomérase appartient à une classe d'ARN polymérase nommée transcriptase inverse qui synthétise l'ADN en copiant une matrice d'ARN. Donc c'est faux, hein, parce que la télomérase appartient à une classe d'ADN polymérase et non pas à une classe d'ARN polymérase. Voilà. OK, donc pour la 9, c'était AC. Pour la 10, alors, la coiffe se formant en 3' des ARN messagers dans le noyau, dans le noyau dès le début de la transcription est connue sous le nom de méthyle-7-guanylate. Alors, c'est faux, du coup, parce que du coup, effectivement, c'est juste, à part le fait que la coiffe se forme en 5' et non pas en 3'. Hein, voilà. Ça va en quelque sorte jouer en quelque sorte un rôle de tête chercheuse qui, alors, vous n'avez pas vu ça, enfin, pour les passages, du coup, qui ont vu ça dans les cours du E2, tout ça, qui, du coup, va chercher à sortir du noyau, tout ça, mais en gros, voilà, forcément, la coiffe sera l'extrémité qui va sortir du premier pour en quelque sorte chercher. Je crois que vous verrez ça soit au 2e semestre ou quoi, qui sera bien détaillé, tout ça. Mais dites-vous qu'en gros, ça sera en 5'. Voilà. OK. Alors, le IF4, Eukaryote Initiation Factor 4, est capable de reconnaître la coiffe et peut permettre l'attachement de la petite sous-unité ribosomique 40S sur l'ARN messager. Donc, c'est texte du cours, hein, et du coup, initier la traduction. Voilà. La polyadénylation est reliée à un signal TA-T-AAA en 3'. Alors, c'est faux, parce que du coup, c'est AA-T-AA. Ouais, du coup, petit piège ici, mais voilà. Toujours, toujours bien retenir ce genre de petits détails. Alors, les différences entre la taille des gènes sont souvent bien plus grandes que celles des ARN messagers cytoplasmiques correspondants. C'est vrai, du coup, et ça, c'est dû à la présence d'introns.
Parce que du coup, forcément, les ARN messagers cytoplasmiques, donc sortis du noyau, bah forcément, ils auront subi une maturation et du coup, n'auront plus que des exons et donc plus d'introns. Et donc, forcément, bah, les gènes qui possèdent, les gènes d'ADN, donc qui possèdent les introns et les exons, seront beaucoup plus grands que les ARN messagers cytoplasmiques. Attention à la nuance, parce que si j'avais mis nucléaire, du coup, pour le coup, bah, on pourrait se demander si c'est avant ou après la maturation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question? Parce que j'entends une voix, du coup. OK. Alors, le phénomène d'épissage des introns se passe dans le noyau. Alors, c'est faux. Enfin, si, c'est vrai, mais du coup, on parle d'excision des introns et non pas d'épissage. Alors, du coup, attention à la piège qui peut passer inaperçu, tout ça. Mais voilà, donc on dit épissage des exons et excision des introns. Et effectivement, c'est un phénomène nucléaire dans le noyau. OK, diapo suivante, s'il vous plaît. Yes. Oui, du coup, pour la 10, c'était BD. Alors, pour la 11, à la fin de l'initiation de, alors, du coup, voilà, à la fin de l'initiation de la traduction chez les eucaryotes, au niveau du site P de la grande sous-unité ribosomique se trouve la méthionine activée sur son ARNT. Donc, c'est totalement vrai, hein, forcément. Bah, c'est juste la fin de l'initiation, hein, voilà. OK. B, chez les prokaryotes, lors de la première étape, il y a formation d'un compte tertiaire entre la petite unité 30, l'ARN messager et l'ARNT, se fixant sur la séquence de Chiné-Desgarneau. Alors, c'est faux du coup, puisque c'est lors de la deuxième étape. Donc, lors de la première étape, il y a formation d'un complexe binaire entre les petites sous-unités 30S et des facteurs d'initiation F. Hein. Ça, du coup, c'est vrai que c'est très détaillé cette partie du cours. Bah, ouais. Après, personnellement, je faisais des petits moyens mémotechniques pour m'en rappeler. Et moi, je vous conseille de vraiment revoir ça juste avant l'examen ou un truc dans le genre, parce que c'est vrai que cette partie-là est assez détaillée et qu'au final, bah, on s'en rappelle pas forcément plus tard, hein, mais voilà. Après, voilà, essayer de faire des petits moyens mémotechniques, tout ça. Voilà. OK. Lors de l'élongation, au cours de l'étape 2, il y a peptidisation sans intervention du GTP. Alors, c'est vrai, du coup, parce que cette réaction est réalisée par une enzyme, la peptidyltransférase. Du coup, il n'y a pas d'intervention du GTP. Là aussi, du coup, pour les interventions de GTP, tout ça, essayez plutôt que de voir ça genre par étape, vraiment de voir genre GTP, mettez-vous genre les étapes où ça intervient, genre étape 2, étape 3, je dis ça un peu comme ça, mais mettez-vous ça, des chiffres à côté de GTP, AMP à chaque fois, plutôt que de retenir à chaque étape ce qui intervient, ce qui n'intervient pas, voilà. Un peu comme dans le cycle de Krebs aussi, le fait que les molécules de NADH, tout ça, se forment dans les étapes, genre, je ne sais plus, je crois que c'est, je sais plus, 5, 6, 5, 7, 8 ou un truc dans le genre, je ne sais plus. Alors, bref. OK. Lors de la terminaison, un codon stop code pour un acide aminé dit de terminaison. C'est faux du coup, parce que le codon stop ne code pour aucun acide aminé. Il y aura donc arrêt de la synthèse protéique. Voilà. La streptomycine bloque l'initiation de la traduction. C'est vrai, du coup. Voilà, vous avez la petite partie aussi sur les différents inhibiteurs de la traduction, des différentes étapes, tout ça, donc à apprendre aussi. Voilà, vraiment, faites-vous des moyens mémotechniques, clairement. Hein. OK. Donc pour la 11, c'était ACE. OK. Pour la 12, les éléments 6 sont à proximité du gène qui est régulé. Yes, totalement, c'est totalement ça. C'est vrai, du coup. Et les trans, du coup, sont en tout cas autre part. Les trans, du coup, ne sont pas à proximité du gène. Les enhancers sont des séquences activatrices, c'est totalement vrai, et accessoirement des facteurs 6, puisque du coup situés en amont du gène, mais forcément à côté du gène, donc ce sont des facteurs 6.
Les silencers sont des facteurs trans pouvant éteindre la transcription, donc c'est faux aussi, parce que du coup, enfin c'est faux du coup parce que c'est aussi des facteurs cis forcément qui peuvent effectivement éteindre la transcription, mais qui sont situés à côté du gène. Voilà. Les facteurs trans sont des protéines cytoplasmiques qui viennent se fixer sur les régions cis. Du coup, c'est faux parce que du coup, ce sont des protéines nucléaires. Voilà. Et non pas cytoplasmiques. Aïe. Pourquoi est-ce que du coup. Alors, la diapo ne s'affiche plus. Alors, à la limite, je vais essayer d'afficher le mien. Yes. Alors, pourquoi est-ce que ça ne s'affiche plus? Alors, à la limite, je vais essayer d'afficher. Il y a eu un problème là? Ouais, il n'y a plus de diapo. Tu peux réafficher, s'il te plaît? Alors, à la limite, je peux. Attendez, je suis en train de remettre. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok, parfait. Du coup, on était à la question 11. Parfait, ok. Ouais, du coup, on était à la question 12, c'est ça? Ouais, 12. Là, selon le code des histones, moins il y a méthylation, plus il y a compaction. C'est faux. Du coup, c'est le contraire parce que du coup, la méthylation rime avec compaction. Hein, vraiment, gardez ça en tête. Je crois qu'à un moment, il y a genre un moment où ça se contredit ou un truc dans le genre. Vraiment, gardez en tête que la méthylation rime avec la compaction. Hein, voilà, pas de souci là-dessus. Puisqu'en quelque sorte, plus c'est compacté, et forcément moins cela va se répliquer ou se transcrire, parce que je vous rappelle que la méthylation permet justement l'arrêt des réplications, par exemple. Donc en gros, plus ça sera compacté, moins l'ADN polymérase pourra justement introduire de nouvelles molécules d'ADN, enfin d'ADN complémentaires, tout ça. Enfin, voilà. Plus c'est lâche et plus ça va être possible de justement répliquer, tout ça. Voilà. Ok. La 13, du coup. Pour la 12, c'était AB. Voilà. Ok. Pour la 13, les micro-ARN sont transcrits par l'ARN polymérase 1, à la différence des ARN messagers. Du coup, c'est faux, hein, puisque les micro-ARN sont transcrits par l'ARN polymérase 2, comme pour les ARN messagers, pour le coup. Donc, voilà. Alors, pour la B, un seul micro-ARN contrôle une centaine de gènes. Effectivement, ça c'est vrai. Voilà. Pour la C, les micro-ARN sont présents uniquement dans les parties codantes du génome. C'est faux. Ils sont présents partout dans les parties codantes ou non codantes du génome. Ils peuvent être isolés ou groupés en clusters, du coup. Hein, voilà. Petit détail du cours aussi. Si la complémentarité des bases est parfaite entre la région 3' de l'ARN messager et le micro-ARN, il y a alors un blocage au niveau de la traduction. Alors c'est faux, parce que du coup, si la complémentarité est parfaite, il y a destruction du micro-ARN. Alors, je ne sais pas si vous voyez les détails en UE1, parce que du coup, je me rappelle qu'en UE2, en biocell, on voyait vraiment toutes les étapes, tout ça, avec les différentes protéines qui interagissent, enfin, qui agissent à différentes étapes. Mais du coup, dites-vous que, enfin, du coup, si c'est parfait, enfin, si la complémentarité est parfaite, du coup, il y a destruction. Et si c'est non parfait, du coup, il y a blocage. Voilà. Les micro-ARN sont non codants, ils ne donnent pas naissance à des protéines. Ça, par contre, c'est vrai. Voilà. Donc, pour la 13, c'était BE. Du coup, voilà, hein, les ARN messagers, effectivement, sont codants, tout ça, mais voilà. OK. Alors, pour la 14, une cytosine méthylée peut être à l'origine d'une mutation ponctuelle fixe. C'est vrai, du coup, car cela correspond,
ça va donner une uracile méthylée ou une thymine, pour le coup. Voilà. Donc, il n'y aura pas de réparation, forcément. Alors, en gros, ce qui se passe ici, c'est que le mécanisme de réparation du corps humain, bah, en quelque sorte, s'il voit que la cytosine méthylée, du coup, son complémentaire, forcément, ça sera une uracile méthylée et donc une thymine, parce que du coup, l'uracile méthylée, c'est une thymine, bah, il se dira que la thymine, bah, s'il y a une thymine, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc, forcément, le mécanisme de réparation n'interviendra pas. Sauf que du coup, bah, la mutation sera présente, enfin, sera toujours présente. Du coup, bah, il n'y aura pas d'excision de base ou un truc dans le genre. Donc, du coup, forcément, en quelque sorte, on peut se dire que bah, s'il y a une thymine, bah, c'est moins grave, alors que non, bah, c'est plus grave parce que du coup, le mécanisme de réparation n'intervient pas et du coup, la mutation reste au niveau du corps humain et ne sera pas réparée. Voilà. OK. Pour la B, du coup, les transitions concernent la substitution entre une purine et une pyrimidine. Du coup, c'est faux. Bah, c'est entre les mêmes bases, donc entre pyrimidine, pyrimidine ou purine, purine. Du coup, voilà. Je vous renvoie à l'exemple de la transversion, du coup, qui était, voilà. OK. Les mutations ont uniquement des conséquences en séquence codante. Alors, c'est faux. Elles ont aussi des conséquences en séquence non codantes, du coup. Euh, on peut se dire qu'effectivement, si c'est non codant, donc ça n'a pas de conséquences. Sauf que si. Et dites-vous que si, bah, les mutations au niveau des ARN aussi ont des conséquences. Vraiment, vraiment, tout a des conséquences, d'accord? De toute façon, pour la 14 et la 15, pour cette partie-là, pour ce cours-là, du coup, enfin, pour les PACES, il y a plusieurs cours qui traitent du sujet, tout ça, mais pour les PAS, je crois qu'il y a un seul cours, pour le coup. Vraiment, ce sera que des questions comme ça. En gros, toutes les mutations n'ont pas de conséquences ou un truc dans le genre. Alors, vraiment, retenez que tout a des conséquences. Et de toute façon, on verra les exemples juste après. Voilà. OK. Dans la mutation faux sens, le codon muté code pour le même acide aminé. Du coup, c'est faux. Hein, ça code pour un autre acide aminé. Rappelez-vous, faux sens. Voilà. La mutation isosémantique entraîne l'apparition d'un codon stop. Alors, c'est faux, parce que du coup, le codon muté code pour le même acide aminé, voilà, et forcément, le codon stop ne code pour aucun acide aminé. Donc, voilà, forcément, non. OK. Dernière diapo, du coup, s'il te plaît. Alors, du coup, pour les 14 et 15, alors, pour la 14, du coup, c'était uniquement la A qui était correcte. Et du coup, pour les questions 14 et 15, vraiment, faites faites une dizaine de QCM à peu près, et ça sera uniquement ce genre de questions qui tomberont. Hein. Alors, pour les pages, du coup, il n'y a qu'un seul cours, mais pour les passés, il y aura plusieurs cours qui traitent du sujet, tout ça. Et ce sera vraiment des questions qui se répètent. Refaites 2, 3 fois les annales et c'est bon. C'est très simple cette partie-là du cours. Voilà. OK. Dernière question, du coup. L'étude du génome humain permet uniquement la mise en évidence d'anomalies génétiques à effet modificateur. Voilà, encore une fois, comme je vous l'avais dit, uniquement, enfin voilà. Donc c'est faux, hein, parce que mise en évidence aussi des anomalies génétiques causales, ainsi que modificateurs, tout ça. Bah, en gros, enfin voilà. Voilà. Ensuite, pour la B, les mutations sont le moteur de l'évolution. Forcément, c'est correct, hein, là, c'est vrai. Euh, les mutations ont toujours un effet délétère, c'est faux, encore une fois, voilà. De toute façon, dès que vous voyez toujours uniquement, ça sera forcément faux. Voilà, ça sera pas forcément, mais bref, dans ce cas-là, dans ces cours-là, ça sera forcément faux. Hein, voilà. Et du coup, bah, faux, parce que du coup, elles peuvent être neutres ou même permettre carrément l'amélioration d'une fonction. Hein, voilà. Les insertions ou les délétions de quelques dizaines de nucléons sont des macrolésions. Alors, c'est faux, du coup, ce sont des microlésions. Voilà. Les anomalies du nombre de chromosomes sont dues à des anomalies de disjonction des chromosomes au cours de la méiose ou de la mitose. Ça, c'est vrai. Voilà. Pas de souci. OK. Donc, pour la 15, c'était BE. Et on aura fini. Donc, si jamais vous avez des questions, quoi, n'hésitez pas à intervenir ou à poser des questions sur le chat, même pour ce qui est des items qui n'ont pas été abordés aujourd'hui, hein, pas de souci. Ou sinon, bah,
Si J'avais une jamais. question, moi, Yes, Yannick. totalement. Ouais. Pour la 10, D, Pour la c'est par 10. rapport au gène, tu sais, cytoplasmique, j'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? La 10. Voilà. OK. Alors, yes, pour la 10D. Alors, les différences entre la taille des gènes sont souvent bien plus grandes que celles des ARN messagers cytoplasmiques correspondants. En gros, ce que je voulais dire ici, c'est que du coup, l'ARN messager cytoplasmique, donc forcément, s'il est dans le cytoplasme, c'est qu'il a subi une maturation. D'accord? Et s'il a subi une maturation, donc forcément, c'est qu'il y a eu excision des introns. Tu vois? Et épissage des exons, forcément. Voilà. L'épissage des exons, c'est juste le fait que vu qu'on a plus d'introns, ben, on doit coller les exons entre eux. Hein, donc voilà. Et s'il y a eu justement excision des introns, ben, c'est que la taille du coup des ARN messagers cytoplasmiques, donc après la maturation, ben, sera forcément moins grande, donc forcément, que les gènes de base. Parce que du coup, les gènes qui sont dans le noyau, donc qui sont formés d'ADN, tout ça, bah forcément, ils contiendront des introns. Tu vois? Donc, en gros, les différences de taille entre les différents gènes qui contiennent des introns et des exons bah, sera forcément plus grande, enfin, plus significative que les différences entre enfin, les gènes qu'il y a dans les ARN messagers cytoplasmiques qui ne contiennent que des exons. Tu vois? Ok. C'est bon? OK. Ok, Voilà. ça va, merci. OK. D'autres questions peut-être? Oui, moi, Yanis. Yes? Pour la 12D, il y a écrit Ok. les facteurs trans sont des protéines cytoplasmiques qui viennent se fixer sur les régions 6. C'est la fin, elle est juste, mais c'est quoi qui est. Enfin, c'est protéines cytoplasmiques qui est fausse? Ouais, ce sont des protéines nucléaires en fait. Ok, d'accord. Voilà. Yes. Voilà, c'était tout simplement ça. OK. Encore peut-être, non? Merci Anis. OK. C'était Bah, si une jamais, de toute belle façon, alors correction. envoyez-moi des textos. Hein, et voilà.